Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors ce que nous avons vu, bien sûr, n'est pas une démonstration que les divergences peuvent être systématiquement écartées par les contretermes. En particulier, nous n'avons pas complètement démontré que oméga gamma 2 égale 2 implique que gamma 2 régularisé a la forme que le comportement que nous avons indiqué. En effet, nous ne sommes pas vraiment dans les conditions du corollaire du théorème de convergence, puisque tous les sous-diagrammes ne sont pas nécessairement superficiellement convergents, mais ils peuvent avoir été renormalisés par des contretermes d'ordre inférieur. Le fait que notre raisonnement soit néanmoins correct sera vu a posteriori quand on aura montré que cette procédure conduit à une théorie renormalisée finie. Ici, nous voulons seulement rappeler la logique de la méthode et insister sur la nécessité des conditions de normalisation. À ce stade, il peut être utile aussi de rappeler que la différence entre une théorie renormalisable et une théorie non renormalisable est liée au nombre de ces conditions. Dans le cas d'une théorie renormalisable, il y a un nombre fini de conditions qui suffit à définir la théorie en fonction d'un nombre fini de paramètres renormalisés. Tandis que dans les théories non renormalisables, il faut un ensemble infini de telles conditions. Et ultimement, on obtient une théorie qui dépend d'un nombre infini de paramètres. Il y a beaucoup d'arbitraire dans le choix des conditions de normalisation. Le seul guide est qu'elles doivent être satisfaites à l'ordre le plus bas, de manière à fixer sans ambiguïté les soustractions aux ordres plus grands. Nous réexaminerons ce point plus loin. Étant donné cet arbitraire, il peut être plus pratique d'utiliser une renormalisation intermédiaire moins physique. Quand tous les champs ont une masse non nulle, il est sûr de choisir des conditions de normalisation à l'origine de l'espace des moments. Dans l'exemple précédent de la théorie en phi 4, les conditions s'écrivent phi r de p carré en p carré égale 0 égale m carré d par rapport à p carré de gamma r de p carré, toujours évalué en p carré égale 0, est égal à 1, et gamma r 4, 0, 0, 0, 0, égale moins lambda. Bien entendu, la quantité m carré, qui est ainsi définie, n'est plus la masse physique. Mais elle est reliée à cette masse physique. Donc c'est une étape intermédiaire. Quand on traite de particules de spin non nulles, la structure tensorielle des fonctions de Green doit être prise en compte. Il peut arriver que seuls les facteurs de forme de certains tenseurs soient divergents. Et, par exemple, dans l'étude de la fonction vertex que nous avons vue, F2 était fini alors que F1 était divergent. Seul ce dernier nécessitait des soustractions et des conditions de normalisation. Une conséquence de la construction récursive précédente des contretermes
concerne leur structure. Dans une théorie renormalisable, les contretermes satisfont le critère de renormalisabilité. C'est ce que l'on trouve dans l'électrodynamique spinorielle à l'approximation à une boucle, où les seuls contretermes ont la forme de points pour l'ordre normal de d mu à nu moins d nu à mu au carré de points. On a aussi psi bar psi, toujours sous l'ordre normal. I demi psi bar d slash psi de points. Et enfin, psi bar à slash psi. L'ordre normal n'est pas nécessaire ici. De même, de la théorie en phi 4, les contretermes sont des phi carré et phi 4 carré et phi 4. Phi carré et phi 4. Tous de degré inférieur ou égal à 4. En électrodynamique scalaire, la situation est légèrement différente, puisque en partant des monômes générés par le couplage minimal, on trouve des contretermes de la même structure, plus un nouveau terme du type phi croix, phi carré. Donc on termine avec un mélange d'autocouplage électrodynamique et en phi 4. Mais la théorie reste renormalisable. Cela signifie aussi que l'électrodynamique scalaire dépend d'un paramètre supplémentaire inattendu. C'est-à-dire que la valeur de la fonction à 4 points en un point donné conduit à cette relation, à ce type de contreterme. Plus généralement, dans un diagramme propre, Granger d'une théorie renormalisable, qui est superficiellement divergent, avec donc 0 inférieur ou égal à oméga g, inférieur ou égal à 4 moins 1 demi EF moins EB moins delta. Le contreterme correspondant va avoir EF champ fermionique, donc, excusez-moi, le contreterme généré a donc une dimension, oui, donc il contient EF champ fermionique, EB champ bosonique et un nombre delta de dérivés. Donc sa dimension est égale à oméga V égale 1 demi EF plus EB plus delta qui est inférieur ou égal à 4 moins oméga G selon la relation suivante. Et donc, donc le contreterme a une dimension inférieure ou égale à 4 et donc c'est aussi renormalisable. Quand le contreterme a la même structure que les monômes du Lagrangien initial, alors ils peuvent être vus comme redéfinissant les paramètres de la théorie. Les quantités apparaissant dans le Lagrangien, résultant de l'ajout de contretermes au monôme,
initiaux seront appelés les paramètres nus. Les paramètres nus sont déterminés ordre par ordre en théorie des perturbations comme fonction des quantités renormalisées, afin que les conditions de renormalisation soient satisfaites. Nous avons discuté de cette construction précédemment pour l'électrodynamique. Voilà, alors nous allons continuer en donnant l'exemple dans le cas scalaire dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.